Bonjour, merci d'être venu dans cette salle pour assister donc à une conférence sur le thème du chant, le chant en général. Donc cette conférence, c'est la première de toute une série, tout un cycle de conférences qui a vu le jour en lien avec l'exposition sur le magnétisme, qui est juste à côté de cette salle ici, dont la conceptrice est Hélène Fischer. Voilà, donc aujourd'hui, donc vous avez tout le programme, je pense que certains ont peut-être ce programme. Et là-dedans, vous avez effectivement tout le cycle qui débute à partir d'aujourd'hui jusqu'au 28 mars. Donc aujourd'hui, comme je viens de le dire, on va s'intéresser principalement au concept de chant en général. Et pour ce faire, nous avons invité monsieur Gilles Cohen-Tanucci, ici présent. Et donc je le remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Gilles Cohen-Tanucci, qui est donc physicien théoricien en physique des particules et conseiller scientifique auprès du directeur de la recherche fondamentale. Voilà. Donc je vous souhaite à tous et à tous une bonne conférence et je vous laisse la parole. Bonjour, et je suis très très heureux de revenir ici au Palais de la Découverte où où je suis venu pendant des années et des années, très régulièrement. Et je dois dire que je suis extrêmement attaché à aider, à faire connaître le travail sensationnel qui se fait ici au Palais de la Découverte. Et je dois dire aussi que je partage les inquiétudes de la communauté scientifique à propos de l'avenir du Palais de la Découverte. J'espère que cet avenir sera sauvegardé et qu'on arrivera à respecter l'esprit du fondateur du Palais de la Découverte, Jean Perrin, qui avait voulu faire ce haut lieu de la culture scientifique dans les plus beaux quartiers de Paris, quoi. Donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui du concept de chant. Et que j'ai intitulé cette conférence un concept essentiel de la physique contemporaine. En effet, c'est un concept qui traverse toute la physique depuis Newton et Galilée jusqu'à maintenant, jusqu'à la découverte du boson de Higgs et au progrès extraordinaire de la cosmologie. Donc je vais essayer de vous raconter ça. De temps en temps, je mettrai quelques équations, il ne faudra pas trop s'inquiéter. Si vous pouvez de toute façon les regarder ou ne pas les regarder tout de suite, mais comme je laisse mon fichier ici, le fichier sera disponible sur le site du Palais de la Découverte, vous pourrez le reprendre et puis pouvoir regarder plus précisément ce qui se passait. D'autre part, il y a pas mal de littérature là-dessus, et en particulier, je fais quand même ma promotion, hein. Je peux vous parler de deux ouvrages que j'ai écrits avec Michel Spiro. L'un qui est paru en 2013 sur la découverte du boson de Higgs, qui s'appelle Le boson et le chapeau mexicain, qui est sorti chez Gallimard, dans la collection Folio Essai. Et puis un autre qui s'appelle Relativité et quanta, une nouvelle révolution scientifique, point de suspension. Alors c'est un petit livre qui avait commencé dans une première édition qui était sortie en 2008, dans les éditions du Pommier, dans les éditions de la Cité de la Villette, hein, et qui a été repris parce que c'était pour préparer l'arrivée du LHC, mais cette arrivée a été retardée parce qu'il y avait un problème technique avec le LHC. Et donc, après la découverte, on a réédité le livre qu'on a mis complètement à jour. Et en fait, dans mon exposé aujourd'hui, je vais beaucoup m'appuyer sur ce livre. Et donc, vous trouverez la conférence, la citation vers ce livre. Et c'est un petit ouvrage qui peut se lire en quelques heures, quoi, mais qui est un condensé qui permet quand même de garder le fil de ce qui est en train de se passer. Alors, je vais commencer par réviser un peu les acquis de la physique classique. C'est-à-dire la physique qui a commencé avec Newton et Galilée jusqu'au début du XXe siècle. Alors, le corpus de ce qu'on appelle la mécanique rationnelle, c'est d'abord trois quantités physiques fondamentales, la matière,
l'espace et le temps, avec les trois grandeurs, L la longueur, M la masse, T la durée. Ce sont des quantités physiques qui sont absolument incommensurables, mais qui sont irréductibles, mais qui sont vraiment fondamentales. Et toutes les autres quantités physiques peuvent s'écrire en fonction de ces quantités fondamentales, avec un contenu dimensionnel qui dépend de la quantité. Alors, le corpus de la mécanique rationnelle comporte aussi les 4 fameuses lois de la mécanique rationnelle. Il y a, au départ, il y a le concept de point matériel. Alors, c'est un objet matériel qui est suffisamment petit et dont la position et le mouvement peuvent être décrits avec une exactitude suffisante par ces 3 coordonnées en fonction du temps. C'est ça ce qu'on appelle un concept, un point matériel. C'est un peu l'idéalisation de ce que les anciens appelaient l'atome. Vous avez le principe de l'inertie, qui est l'annulation de l'accélération pour tout point matériel suffisamment éloigné de tous les autres. Si vous laissez un point matériel loin de tous les autres, il n'a pas d'accélération. Son mouvement est nécessairement rectiligne et uniforme. Alors la loi du mouvement, elle est donnée par le second concept fondamental de la physique, de la mécanique rationnelle, c'est le concept de force. Mais alors malheureusement, le concept de force n'est pas très précis. On ne sait pas. On est obligé. Newton disait qu'à propos de la force, il ne faisait pas d'hypothèse. Hypothesis non fingo. Je ne formule aucune hypothèse. Donc on est obligé de se donner les forces. Alors les forces, une fois que vous connaissez la force, eh bien la force peut donner une accélération. Et l'accélération, elle est proportionnelle à la force, et l'inverse de son coefficient de proportionnalité, c'est la masse. Alors le concept de force, c'est une interaction qui est instantanée à distance. Alors ça, c'est déjà quelque chose qui a du mal à passer. Y compris chez Newton, ça avait du mal à passer. Il voyait bien qu'une force qui agit instantanément à distance, ça ne peut pas être très physique. Mais il ne savait pas quoi faire d'autre, il a été obligé de faire avec. Donc ce concept de force, c'est une interaction entre points matériels. Et c'est ça qui va faire sortir du mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire qu'il va communiquer une certaine accélération. Et alors, la gravitation universelle, c'est la première théorie d'une interaction fondamentale. Et ça, c'est l'apport de Newton et de Galilée, qui est un apport gigantesque. Je rappelle les 4 lois de la mécanique rationnelle. Vous avez donc le principe d'inertie, que je disais, l'annulation de l'accélération pour un point matériel suffisamment éloigné de tous les autres. La loi du mouvement, F égale m gamma. F, c'est la force, et gamma, c'est l'accélération. Et m, c'est un coefficient de proportionnalité qu'on appelle la masse inerte. Et alors, vous avez le principe d'égalité de l'action et de la réaction. Si A agit sur B et fait une force, B agit en retour sur A avec la force opposée. FBA égale moins FAB. Et puis vous avez la loi de la gravitation. Alors, cette loi de la gravitation, elle vous dit que un corps de masse grand M, comme par exemple la Terre, que vous allez réduire en un point matériel situé au centre de la Terre, hein, avec une grande masse grand M, agit sur un corps d'essai, que j'appelle, qui a une masse petit m, avec cette loi F égale moins G. G, c'est une constante universelle, grand M que multiplie petit m, divisé par la distance au carré, la distance entre le centre de la Terre et le corps d'essai. Et petit n avec un vecteur, c'est la direction qui relie le centre de la Terre au corps d'essai. Alors vous pouvez... G, c'est une constante. Bon, on appelle la constante de Newton. On se demande qu'est-ce qu'elle vient faire. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais elle a un contenu dimensionnel compliqué. Hein, c'est un mètre à la puissance moins 1, c'est une masse à la puissance moins 1, une longueur à la puissance 3 et un temps à une puissance moins 2. Bon, on ne sait pas ce que c'est comme ça. Et en fait, donc, elle a une valeur.
Et en réalité, cette valeur est extrêmement petite. C'est-à-dire que pour un corps de masse petite, cette accélération, elle est vraiment toute petite. Surtout si le corps qui exerce la gravitation a une petite masse, c'est complètement négligeable. Mais c'est petit, mais ça existe. Et alors, la remarque qu'avait faite Newton, mais il n'a pas su l'expliciter, c'est que si le coefficient petit m, la masse, qui intervient dans la loi du mouvement, et là on l'appelle la masse inerte, et petit m qui intervient dans la loi de la gravitation, c'est le même petit m. Ça, c'est ce qu'on appellera la masse pesante. Eh bien, si vous avez cette égalité de la masse inerte et de la masse pesante, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Einstein a érigé cette égalité en un principe qu'il appelle le principe d'équivalence de l'inertie et de la gravitation. Et c'est ça qui est à l'origine de sa théorie de la relativité générale. Alors, ce qui se passe, c'est que cette théorie de Newton, Galilée, qui a été développée au XVIIe, XVIIIe siècle, donc, elle a été ensuite généralisée et systématisée, pour ne pas dire axiomatisée, par les continuateurs de Newton, Lagrange, Hamilton, Jacobi. Et ils ont développé ce qu'on a appelé ensuite la mécanique analytique. Et c'est cette systématisation qui a fait passer des lois de Newton à la théorie des champs. Et donc on va voir comment donc s'introduit le concept de champ. D'abord, pour faire ceci, cette systématisation, cette systématique, on définit ce qu'on appelle des degrés de liberté. Alors les degrés de liberté, vous avez un système qui dépend d'un certain nombre de degrés de liberté, ce nombre pouvant être infini. Les degrés de liberté, c'est essentiellement les coordonnées de points matériels, essentiellement. Et ces degrés de liberté, vous en avez grand N, nombre de degrés de liberté, vous allez vous mettre dans un espace abstrait, qu'on appelle l'espace de configuration, qui va être un espace à 3n dimensions, si vous avez n degrés de liberté. En fait, ça ne sera pas 3n, ça sera 6n. Parce qu'à chaque degré de liberté, vous devez associer aussi ce qu'on appelle un moment conjugué. C'est-à-dire, vous devez ajouter les vitesses de ce point matériel. Et donc, vous allez avoir un point matériel représentant le système dans un espace à 6n dimensions. Donc, vous voyez l'effort d'abstraction qui commence à se développer. Hein. Et alors, vous voyez, voilà, ce terme grand Q de T, c'est le point représentatif dans l'espace à 6n dimensions. Eh bien, c'est les Q de T, Q écrit en gras, ça veut dire que c'est des vecteurs, et les Q points, c'est-à-dire les dérivés des Q de T par rapport au temps. Alors, vous avez Q1, Q2, Q2, Q.1, Q.2, Q.1, etc. Donc, ça vous fait un point dans un espace à 6n dimensions. Hein. Les Q points, c'est les dQ divisés par dt. C'est les dérivés par rapport au temps. Et vous allez montrer que si vous vous donnez ce système, vous pouvez, de manière stricte et bien établie, écrire les équations du mouvement de ce système. Alors vous allez le faire avec ce qu'on appelle une méthode fonctionnelle, c'est-à-dire vous définissez ce qu'on appelle une intégrale fonctionnelle, qui est l'intégrale d'action, c'est l'intégrale sur le temps d'une quantité qu'on appelle le Lagrangien, qui n'est autre que la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Vous voyez ce qui s'est passé, c'est que dans ce passage, on a remplacé le concept de force, qui n'était pas bien déterminé, par le concept d'énergie. Et cette énergie, vous la partagez en deux termes, une énergie cinétique, c'est l'énergie du mouvement, et une énergie potentielle. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie potentielle? C'est un potentiel dont la dérivée par rapport à l'espace vous donne des forces. La force dérive d'un potentiel. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec ce Lagrangien,
dans ce Lagrangien, tout ce que vous savez à propos de vos systèmes est contenu. Je dirais que le Lagrangien, c'est l'ADN de la mécanique. Toute l'information est contenue dans ce Lagrangien. Et alors, voilà ce qui se passe. Vous avez un principe qui est le principe de moindre action. Donc vous allez dériver les équations du mouvement. La trajectoire du point représentatif du système dans l'espace de configuration est celle qui rend stationnaire cette intégrale d'action. C'est assez bizarre de dire ça, mais en fait voilà. C'est-à-dire qu'il va y avoir une trajectoire qui est celle qu'emprunte le système, qui est celle qui rend cette intégrale stationnaire par rapport à des petites variations. Alors, ces équations fondamentales, c'est des équations aux dérivées partielles. Ce sont des dérivées du Lagrangien par rapport au degré de liberté et par rapport au temps. Donc, c'est des dérivées où vous dérivez par rapport au temps en gardant les degrés de liberté fixes ou par rapport au degré de liberté en gardant le temps fixe. Donc, c'est une nouvelle façon de faire des dérivations, hein. Et donc, voilà ce que vous allez obtenir, c'est que, alors là, j'ai une citation d'un livre que je vous recommande, qui est extraordinaire. C'est un livre de vulgarisation écrit par Einstein et Infeld en 1935. Ça s'appelle « L'évolution des lois de la physique ». Voilà ce qu'il dit. Ils expliquent comment on passe de la théorie de Newton à la théorie des champs. Les lois de Newton rattachent les événements ici aux conditions là, et là pouvant être très loin d'ici. Ça, c'est la loi de Newton, puisque la force chez Newton est une action instantanée à distance. Par contre, dans la théorie du champ, le champ ici et maintenant dépend du champ immédiatement voisin à un instant immédiatement antérieur. C'est ça ce que disent ces équations aux dérivées partielles. Et ces équations nous permettent d'accroître notre connaissance du champ par des petits pas. Alors ça, il faut garder ça présent à l'esprit. Si vous avez compris ça, vous comprenez ce que c'est qu'un champ. Donc, avec un champ, vous pouvez, par des petits pas, si vous connaissez localement le champ, vous pouvez le connaître un petit peu à côté et un petit peu après. Et puis vous continuez. Et puis, par tous ces petits pas, vous pouvez arriver à retrouver la loi de l'action à distance. En fait, ce qui se passe, c'est que le champ, c'est le point de vue global. Un champ, c'est un objet qui est étendu à tout l'espace, en fait, à tout l'espace-temps. En fait, le champ, c'est un univers. Le champ, c'est un univers. Mais les lois du mouvement sont locales. Et localement, avec la théorie des champs, vous pouvez les calculer. Vous pouvez évaluer l'effet de la théorie sur le mouvement. Et ça rejoint un axiome qu'on entend très souvent chez les gens qui s'intéressent par exemple à l'écologie. Pensez globalement, agissez localement. Think globally, act locally. Au lieu de act, je dirais calculate locally. Vous pouvez calculer localement, mais pour pouvoir calculer localement, vous devez imaginer ce qui se passe dans l'ensemble de l'univers. Ça, c'est quelque chose, je crois, qui vous expliquera pourquoi ce concept de champ est devenu si important. Alors, les équations de Maxwell, c'est une illustration de cette théorie des champs qui relie les dérivées spatiales et temporelles de deux champs, le champ électrique E et le champ magnétique H. Alors, les voilà, ces équations. Bon. Vous voyez d'abord que ce sont des dérivées partielles. Les dérivées partielles, c'est ce symbole D rond. Hein. Et donc, quand vous connaissez un champ magnétique qui varie dans le temps induit un champ électrique, et un champ électrique qui varie dans le temps induit un champ magnétique. Et en fait, ce qui se passe dans le vide, c'est-à-dire que vous ne mettez pas de matière,
eh bien, les équations de Maxwell admettent des solutions en forme d'ondes qui se propagent à une vitesse qui n'est rien d'autre que la vitesse de la lumière dans le vide. Et ça a été mis en évidence expérimentalement et interprété théoriquement par Hertz. Autrement dit, la propagation de la lumière n'est autre que la propagation d'ondes du champ électromagnétique. Et donc c'est une très grande synthèse qui a été réalisée. On a fait la synthèse de l'électricité, du magnétisme et de l'optique. Et ça a été fait au XVIIIe siècle. C'est, d'après Einstein, la deuxième grande avancée après la théorie de la gravitation universelle. Autrement dit, vous avez deux grandes théories, la théorie de la gravitation universelle et la théorie de l'électromagnétisme, donc de la lumière, hein, qui ont été synthétisées dans cette physique classique. Donc il faut voir quand même tout ce que ça peut représenter. À tel point qu'au début, à la fin du XIXe siècle, on a pu dire, c'est Lord Kelvin qui a dit, en gros, à part deux petits nuages, la physique est terminée, il n'y a plus que quelques décimales qu'il faut rajouter pour les quantités. Donc on croyait que c'était fini. En fait, ce n'était pas tout à fait le cas. Alors, il y a une autre grande synthèse qui s'est développée dans la physique classique, c'est la synthèse entre la mécanique et la thermodynamique, c'est-à-dire les phénomènes de chaleur. Alors, cette synthèse, elle a été en particulier, encore une fois, développée grâce à Einstein, où il a fait la théorie du mouvement brownien. Ce que c'est que le mouvement brownien, vous avez une petite micelle qui est dans un gaz ou dans un liquide, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une agitation perpétuelle qu'on appelle le mouvement brownien. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au début des années 1900, le principal centre d'intérêt d'Einstein était la thermodynamique statistique. Vous savez, quand vous avez beaucoup de systèmes, beaucoup de particules dans un système, d'atomes ou de molécules, vous pouvez faire de la statistique. Vous devez faire de la statistique, parce que vous ne pouvez pas emmagasiner toutes les données correspondant au mouvement de toutes les particules. En 1902, il publie des articles sur les fondements de la mécanique statistique, qui vont dans le même sens que les travaux de Gibbs. Et selon Einstein et Gibbs, les concepts de mécanique statistique sont relatifs à des ensembles statistiques, qui sont des répliques fictives du système que vous voulez étudier. Vous reprenez toutes ces répliques, qui sont donc des répliques fictives du système qui est à l'étude. Et là-dessus, vous faites des statistiques. Mais ce qui est très intéressant, ce que note Gibbs à ce propos, c'est que, bon, certes, ces répliques sont fictives, mais les lois que vous déduisez à propos de ces ensembles sont exactes. Vous n'avez pas à faire d'approximation. Elles sont exactes. Par contre, Einstein essaye de trouver une alternative à la description statistique des systèmes de beaucoup de particules. Alors il le fait, ce qu'il dit, c'est qu'il pense que l'étude des fluctuations qui affectent ce système par rapport à l'équilibre thermodynamique peut permettre de remonter aux propriétés des atomes ou molécules, leur taille, leur nombre, etc. Et ça, c'est très important. Parce qu'avec la théorie d'ensemble, c'est exact, mais vous ne pouvez rien dire sur les propriétés des atomes, parce que c'est global. Alors que les atomes et leurs mouvements, ça c'est local. Et donc ce que propose Einstein, c'est une approche qui soit en quelque sorte complémentaire de l'approche ensembliste avec des ensembles statistiques de systèmes, mais qui, elle, pourra permettre de faire des prédictions, de prédire, par exemple, qu'est-ce qui se passe en fonction de la taille des molécules ou de leur nombre. Et
c'est ainsi qu'il va donner une nouvelle interprétation à une constante universelle, qu'on appelle la constante qui a été introduite par Boltzmann, qui a été nommée d'ailleurs constante de Boltzmann par Planck. Et son interprétation, vous voyez, cette loi de Boltzmann, elle vous dit que l'entropie, alors voilà un concept très important sur lequel je vais revenir, l'entropie du système, c'est K fois, où K est la constante de Boltzmann, fois le logarithme du nombre d'ensemble de copies fictives que vous avez. Voilà. Le logarithme de ce logarithme, vous voyez, c'est le logarithme d'une probabilité ou de l'inverse d'une probabilité. Et donc voilà, cette nouvelle interprétation, il lui donne une nouvelle interprétation. Ça n'est pas simplement quelque chose qui va relier la température à l'énergie, mais c'est plus profondément, ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur des fluctuations thermiques. Et la théorie du mouvement brownien que Einstein publie en 1905, lors de son année miraculeuse où il a écrit la relativité restreinte et l'effet photoélectrique, il donne une théorie du mouvement brownien que ça a fourni à Jean Perrin, le fondateur du Palais de la Découverte, à Jean Perrin, l'une des méthodes expérimentales de détermination du nombre d'Avogadro, la constante d'Avogadro, qui permet de compter les atomes et donc de prouver leur existence. Donc il s'agit encore d'une avancée extrêmement importante. Et alors voilà, là je vais prendre maintenant tout au long de l'exposé, on va prendre ce schéma et on va voir comment il évolue. Ce schéma, il est issu de... ça ressemble à quelque chose qui a été publié par Carlo Rovelli dans un livre « Est-ce que la réalité est-elle ce que l'on pensait ?» Et donc voilà, ce qui se passe, c'est que vous avez l'espace, le temps et la matière, et on commence à établir des relations entre ces trois entités. Alors, du temps de Newton, c'est Newton qui avait commencé à définir les grandeurs fondamentales, espace, temps, matière. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les travaux de Maxwell, de Boltzmann et de Jean Perrin, on a quand même commencé à dire qu'il y avait deux composantes à la matière. D'une part, des particules, qu'on appelait des atomes ou des molécules, et d'autre part, un milieu mystérieux qu'on appelait l'éther, qui était le milieu dans lequel se propageaient les ondes de lumière. Voilà, on commence. Mais alors, ceci se fait grâce à l'introduction d'une nouvelle constante universelle, la constante de Boltzmann, K. C'est pour ça que je l'écris là en bleu. Alors, on arrive donc à ce schéma que j'ai extrait de notre livre avec Michel Spiro sur relativité et quanta, une nouvelle révolution scientifique. On a, pour avoir les acquis de la physique classique, au tournant du XXe siècle, on a un trépied de trois théories qui réalisent des synthèses, des grandes synthèses. Vous avez la théorie électromagnétique de la lumière, avec la théorie de Maxwell. Vous l'avez là. Ah. Voilà, la théorie électromagnétique de la lumière. Vous avez, donc, qui réalise la synthèse des phénomènes électriques, magnétiques et optiques. La théorie de la gravitation universelle, qui réalise la synthèse de la mécanique céleste et de la mécanique terrestre. D'accord ? Et puis vous avez la mécanique analytique et statistique qui réalise la synthèse des phénomènes de la mécanique et de la thermodynamique. Donc vous avez quand même quelque chose d'extraordinaire qui vous permettait à cette époque, au début du XXe siècle, de décrire de manière satisfaisante l'ensemble des phénomènes expérimentaux ou observationnels. Alors il y avait des petits problèmes. Par exemple, on ne savait pas ce que c'était que cet éther. On ne connaissait pas, on ne pouvait pas expliquer l'effet photoélectrique. On ne pouvait pas expliquer, il y a dans le mouvement des planètes du système solaire, il y avait un petit problème avec le mouvement de Mercure. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et
son mouvement n'obéit pas exactement à la théorie de Newton. Il y a un écart de 43 secondes d'arc par siècle. C'est pas beaucoup, hein, mais c'est quelque chose qui était un peu le caillou dans la chaussure des gens de la physique classique. Mais en fait, il y avait tous ces problèmes. Et on va voir comment tous ces problèmes ont été résolus les uns après les autres. Alors, premier grand mouvement qui s'est passé, c'est la relativité restreinte, avec le paradigme du champ électromagnétique. On a retravaillé le champ électromagnétique, et ce qui s'est passé avec ça, c'est que grâce aux travaux d'Einstein, encore une fois, on a réussi à se débarrasser du concept d'éther. En fait, le champ électromagnétique, c'est le milieu, c'est le concept dans lequel se propage la lumière. La lumière, le champ électromagnétique n'a pas besoin d'éther pour se propager. C'est-à-dire qu'en fait, on a franchi une étape. Et pour franchir cette étape, il a fallu établir une relation entre l'espace et le temps. Et on a introduit le concept d'espace-temps. Et là, ça fait intervenir une nouvelle constante universelle, qui est la vitesse de la lumière dans le vide. Et ce que ça nous dit ceci, c'est qu'on a remis en cause le caractère absolu du temps par rapport à l'espace, le caractère absolu, on a remis en cause donc le caractère absolu du temps par rapport à l'espace, on a remis en cause aussi le caractère absolu du temps, et on a remis en cause aussi le principe de relativité, et on a dû abandonner l'idée de la propagation instantanée à distance. C'est-à-dire que l'objet de la théorie électromagnétique, c'est le champ électromagnétique, dont les équations de Maxwell vous permettent de calculer, d'avoir comment se propage la lumière, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis ici et maintenant, à un point tout à côté ou immédiatement postérieur. Donc on a remplacé le concept de champ d'éther par le concept de champ relativiste, et puis on a vu, ça a été possible parce qu'il a fallu, on avait découvert aussi des particules qui portent une charge électrique grâce à laquelle ils peuvent répondre à l'action du champ électromagnétique. On appelait ça les électrons, et donc on a commencé à introduire une autre constante universelle qui s'appelle H, la constante de Planck. En fait, de manière un peu compliquée, c'est relié à la charge de l'électron. Donc vous voyez ce qui se passe, c'est que on a consolidé l'idée d'une dualité dans la matière. Hein. Vous avez les atomes ou électrons, d'une part, et le champ. Par contre, on ne sait pas relier ça à l'espace-temps. L'espace-temps est une autre entité. Et ça a été fait en 1905 avec les travaux de Planck et d'Einstein. Et en 1915, Einstein a développé sa théorie de la relativité, il l'a élargie en théorie de la relativité générale. Et ça a abouti à ce qu'on appelle maintenant le modèle standard de la cosmologie. Alors voici de quoi il est question. Vous avez l'équation d'Einstein, que j'ai écrite ici, ce n'est pas la peine de la regarder trop précisément. C'est une équation qui relie l'inconnu de l'équation, c'est le tenseur G mu de x, c'est le tenseur de métrique de l'espace-temps. La métrique de l'espace-temps, c'est ce qui nous permet de mesurer les longueurs et les durées. Et c'est un ensemble de 16 quantités qui peuvent varier en fonction du point d'espace-temps que vous l'évaluez. Et donc, vous voyez apparaître G mu dans le membre de gauche de l'équation. Et dans ce membre de gauche, vous avez aussi d'autres quantités qui sont le tenseur de courbure de l'espace-temps, R mu, la courbure spatiale scalaire, R, grand R, et la constante cosmologique, lambda. Et dans le membre de droite, eh bien, vous avez ce qui décrit la matière, qu'on appelle le tenseur T mu d'énergie de la matière. Et vous avez une constante de proportionnalité, kappa, qui n'est rien d'autre que
la constante de Newton divisée par c au carré. Alors voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, que la constante de Newton était toute petite. Et ce qu'on appelle la constante kappa, c'est la constante d'Einstein, est encore plus petite, parce que vous divisez G par C au carré. Et comme C, dans des unités ordinaires, c'est très grand, ce kappa est tout petit. Ça veut dire que les effets dus à la relativité générale, qui vont plus loin que la loi de Newton, sont terriblement petits. Bon, mais il faut vivre avec, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, ce que nous dit cette équation, c'est résumé dans cette phrase d'un de mes amis, un collègue cosmologiste, Jean-Pierre Luminet, qui a dû sans doute faire souvent des conférences ici au Palais de la Découverte, qui nous dit la matière, dans cette équation, la matière dicte à l'espace-temps comment il doit se courber, et en même temps, l'espace-temps dicte à la matière comment elle doit se mouvoir. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très très nouveau qui commence à apparaître. Et il y a une image que j'aime bien faire qui m'a été donnée par un ancien directeur du département de physique du Palais de la Découverte, qui est maintenant à la retraite. Il était parti avec sa femme faire un voyage en Bolivie, et dans le beau milieu d'un désert de sel, il voit cette vieille locomotive sur laquelle est écrite l'équation d'Einstein. Vous voyez, au fin fond d'un désert de Bolivie, il voit ça, il me l'a offerte, et moi je l'utilise dans toutes mes conférences, je l'aurai pour lui rendre hommage, parce que je veux vraiment lui remercier de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette équation d'Einstein? Une des solutions possibles, c'est un univers en expansion. Et l'univers en expansion, il est très bien décrit par un espace-temps de De Sitter qui comporte un horizon des événements. Alors imaginez, voilà, on va simplifier les choses, on va imaginer que l'espace n'a que 2 dimensions. Et l'espace-temps a donc 2 plus 1 dimension. Le temps, c'est la 3e dimension. C'est-à-dire qu'on va imaginer que l'espace n'a que 2 dimensions et que l'espace, que l'univers, c'est la surface d'une sphère dans l'espace à 3 dimensions. C'est cette surface d'une sphère. Et vous allez supposer que cette sphère a un rayon qui croît avec le temps. Vous avez une expansion de l'univers. C'est une façon de se figurer ce qui se passe avec un univers en expansion. Eh bien, cet univers en expansion va comporter ce qu'on appelle un horizon des événements. Vous voyez, supposez que ce rayon croisse avec le temps. Si ça croît avec le temps, il va arriver un moment où sa vitesse de croissance est égale à celle de la lumière. Pas exactement celle, mais ça sera, vous voyez, cette ligne rouge là, qui délimite 2 régions. Vous allez avoir une région ici en rose, où la lumière qui est émise, ici, ne peut pas parvenir à l'observateur O parce que cette ligne d'horizon fuit à la vitesse de la lumière. Donc vous avez un horizon des événements. Les événements, on ne peut pas les voir. Et ce que se passe, c'est ce qu'on appelle ça, c'est l'horizon des événements de haut, et la lumière émise par des sources qui sont situées dans cette région rose ne parvient pas jusqu'à haut. Ça signifie qu'en fait, le rayon de l'horizon des événements en haut, c'est la longueur de l'arc de grand cercle, OM, lorsque la vitesse de déplacement de cet horizon est égale à C. D'accord? Ça, c'est le rayon de l'horizon. Et donc, voilà, c'est CA de T divisé par A point de T, où A de T, c'est le A tel que A point de T vaut C. Et donc, le rayon de l'horizon des événements est constant dans le cas d'une expansion exponentielle de De Sitter. Donc, De Sitter avait dit, voilà, alors pourquoi il a fait ça? Il cherchait des solutions de l'équation d'Einstein, il en a proposé une, c'était l'univers de De Sitter. Et d'autre part,
assez rapidement, dans les années 20 et 30, on a commencé à découvrir que l'univers est en expansion. Et donc, ça se dit que cet univers de De Sitter peut être quelque chose d'intéressant. Alors, voilà ce qui s'est passé ensuite. Il y a une évolution qui est toute récente. Ce qui est important de voir, c'est comment ce rayon A de T dépend du temps. Parce que toute la cosmologie va être là-dedans. Hein. Tout sera contenu dans cette loi. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, avant la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, on avait un modèle qui comportait éventuellement trois régions. Une première région qu'on appelle la région de l'inflation, dans laquelle le A de T croît exponentiellement avec T. Alors vous voyez, ce qui se passe, c'est que vous savez qu'une exponentielle, dans la région négative, ça reste petit pendant très longtemps. Et c'est seulement après que ça explose. Et alors, vous avez donc cette première région qui est l'inflation, qui est suivie d'une expansion, et ça, c'est le modèle du Big Bang. Le premier modèle de la cosmologie, c'est le Big Bang. Alors, ce qu'on aperçoit, c'est que comme l'univers est en expansion, si on remonte le temps par la pensée, on va arriver à un moment où le rayon de l'univers va être nul. Nul, c'est une explosion. C'est en fait une singularité. C'est ce qu'on appelait le Big Bang. Et puis, il s'est trouvé qu'après, on a découvert, alors ça c'est tout nouveau, ça a été découvert à la fin du XXe siècle, début du XXIe, il semble que l'expansion, non seulement elle est là, mais elle s'accélère. Ça, c'est quelque chose qui a bouleversé les gens, on ne s'attendait absolument pas à ça. Et en réalité, cette découverte de cette expansion, qui est nouvelle, c'est une sorte de réinflation. C'est à nouveau une croissance exponentielle du rayon. Elle est gouvernée par la constante cosmologique. Donc vous avez la nouveauté, c'est que ces deux petites régions en pointillés rouges, si vous n'aviez pas d'inflation, vous auriez une singularité, le Big Bang, et si vous n'aviez pas cette constante cosmologique, vous auriez une expansion qui continue et puis qui va finir par s'atténuer, quoi. Et donc cette réinflation, c'est lié à la constante cosmologique. Et ça, c'est une découverte absolument spectaculaire qui a bouleversé les astrophysiciens et les cosmologistes. On ne s'y attendait vraiment pas. Hein. Alors maintenant, ce modèle, le modèle standard de la cosmologie, il est défini, alors au lieu de porter A de T en fonction de T, on va porter deux quantités qui dépendent du temps. On va porter le rayon... Voilà, on va porter le rayon de l'horizon en fonction de ce que j'appelle le A de T, c'est-à-dire c'est le R, le rayon de l'univers divisé par sa valeur aujourd'hui. Hein, on prend une quantité sans dimension. Et donc, au lieu de porter A de T en fonction de T, on porte le rayon de l'horizon en fonction du rayon de l'univers. Et ça, avec ça, vous avez, suivant cette ligne, eh bien, vous avez toute l'histoire de l'univers, avec des différents moments. Et voilà ce qui se passe ici. Vous avez au moment à 10 puissance moins 12 secondes après ce qu'on appelait le Big Bang avant, maintenant qu'on continue à appeler le Big Bang, mais enfin, 10 puissance moins 12 secondes, eh bien, vous avez le mécanisme et le boson Brout-Engler-Higgs, le moment où les particules ont acquis leur masse. Et donc vous avez des différentes étapes, et tout ceci, on a une chronologie, une paléonto-cosmologie, donc vous avez une chronologie de l'univers très primordial, et qui est maintenant quand même quelque chose de remarquablement bien établi. Alors, je marque une petite pause et je vois qu'est-ce que nous avons fait maintenant avec cette théorie de la relativité générale. Eh bien, nous avons pu relier le champ relativiste à l'espace-temps. Et c'est la théorie de la relativité générale, la théorie d'Einstein, qui nous dit la chose suivante, qui est absolument aussi assez bouleversant. Elle nous dit qu'il n'y a pas
d'espace vide de champ. Vous voyez, dans la physique newtonienne, vous avez la matière. Si vous enlevez la matière, il va vous rester l'éther. Maintenant, on a dit l'éther, non, c'est le champ. Après, avec la relativité restreinte, si vous enlevez le champ, il vous reste l'espace-temps. Mais avec la relativité générale, l'espace-temps lui-même, ses propriétés structurelles, sont décrites par un champ. C'est un champ lui-même. Et si vous enlevez le champ, eh bien, il ne vous reste rien. Il ne vous reste pas un espace-temps vide. Ça, c'est aussi quelque chose. Il faut bien voir un peu tout ce que ça représente. Par contre, on ne sait pas relier le champ, même le champ covariant, quand on l'a relié à l'espace-temps, et la matière. C'est-à-dire qu'il va rester quelque chose dans la théorie que Einstein n'aime pas du tout, qui s'appelle le dualisme. Il y a d'une part la matière et d'autre part le champ. Et ça ne marche pas. Donc il va falloir franchir une autre étape. Et cette étape, eh bien, on va la décrire maintenant. Avec la théorie quantique des champs, on commence à aller au-delà de cette difficulté, à résoudre cette difficulté. Et on obtient ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. Alors, qu'est-ce qu'un champ quantique? Comment mettons de la mécanique quantique dans la physique des champs? Alors, il y a ce qu'on appelle la quantification canonique. Elle est canonique en ce sens que c'est celle qui réalise, c'est un peu l'orthodoxie de la physique quantique. Et c'est cette quantification canonique telle qu'on le fait dans la mécanique rationnelle. Hein, comment on rend quantique la mécanique rationnelle. Alors, on définit, pour introduire cette quantification, il nous faut introduire un dualisme entre deux entités. Vous avez l'objet et l'événement. L'objet, c'est ce qui permet de penser l'objectivité. Donc, c'est ce qui permet de penser le rapport de la matière à l'espace. Par contre, l'événement, c'est ce qui va vous permettre de penser plutôt la causalité. C'est-à-dire, un événement, c'est local. Et pour qu'il soit provoqué, il faut une cause qui a un effet. Donc, l'objet quantique, c'est un opérateur de l'espace, d'un espace abstrait. On a remplacé l'espace de configuration par un espace qu'on appelle un espace de Hilbert. Ne représente pas directement la réalité physique dans l'espace et dans le temps. Dans la mécanique quantique, on fait en quelque sorte abstraction de l'espace-temps. Et on définit des objets quantiques qui sont des opérateurs qui agissent dans un espace abstrait, qu'on appelle l'espace de Hilbert. Et donc, les opérateurs, les objets quantiques, sont des objets symboliques qui fournissent les distributions de probabilité des mesures possibles en fonction du temps. Vous voyez, ça c'est Einstein. Donc, voilà, ce sont des objets symboliques qui fournissent des distributions de probabilité. Donc, Einstein ne renonce pas à la probabilité, mais il dit que la probabilité, c'est quand on fait des mesures. Voilà. Et cette interprétation s'applique aussi en théorie quantique des champs. Comment on va quantifier les champs? Donc un champ quantique, ça correspondra à la donnée en chaque point de l'espace-temps. Un point d'espace-temps, c'est ce qu'on appelle un événement. D'accord? En chaque point de l'espace-temps, un champ quantique, ça correspond à la donnée d'un opérateur de création ou d'annihilation d'un quantum d'énergie-impulsion. C'est une petite quantité d'énergie, un quantum d'énergie et de quantité de mouvement, un quantum d'énergie-impulsion. Mais ce quantum n'a aucune individualité. C'est pour ça que j'ai écrit ça en rouge. Le quantum, c'est un petit paquet d'énergie.
Mais vous ne pouvez pas l'étiqueter et dire ça c'est une particule. Néanmoins, on l'appelle une particule. Ou d'ailleurs aussi une antiparticule. Pour la théorie quantique des champs, on a dû aussi introduire le concept d'antiparticule. Donc vous voyez comment les choses deviennent de plus en plus complexes, mais en même temps subtiles. Par contre, il y a une autre méthode de quantification qui a été développée grâce à un grand physicien du XXe siècle, Richard Feynman. La quantification par l'intégrale de chemin, qui est une quantification avec une méthode fonctionnelle, qui est donc bien adaptée à la théorie des champs. La quantification de la théorie des champs par l'intégrale de chemin consiste à remplacer les opérateurs champs, qui sont des objets symboliques, à les remplacer par un ensemble statistique de champs classiques, évidemment fictifs. Je vous rappelle qu'un champ, c'est un univers. Et donc, il faut remplacer le champ quantique, c'est par un ensemble statistique d'univers. D'ailleurs, à ce propos-là, je veux ouvrir une parenthèse, parce qu'il ne s'est pas passé pour moi une conférence que j'ai faite sur ces sujets, et j'en ai fait pas mal. Il ne s'en est pas passé une fois sans qu'on me demande des questions sur ce qu'on appelle les multivers. Alors, probablement, je le fais comme ça, pour vous prévenir. Si vous me posez la question, vous aurez droit à la réponse que je vais faire maintenant. Donc, les multivers, ça n'existe pas, c'est fictif. C'est fictif. Et ce qui se passe, c'est que les gens qui utilisent les multivers, les théoriciens qui disent, oublient de dire que c'est fictif. Et c'est pourquoi, à mon avis, ils font du tort en oubliant de dire que c'est fictif, ils font du tort à notre discipline. Donc je dis, voilà, c'est un ensemble statistique de champs classiques. Donc un champ quantique, c'est un ensemble statistique de champs classiques. Ça voudrait dire qu'appliqué à la physique des interactions fondamentales, cette méthodologie de la quantification par l'intégrale de chemin consisterait à envisager, d'un point de vue purement théorique, toutes les histoires envisageables de tout l'univers livré à une certaine interaction. Alors on fait ça, on se dit, mais en fait, il faut être fou pour aller se mettre à envisager toutes les histoires possibles. Pourquoi fait-on ça? C'est pour pouvoir, en pratique, calculer de manière fiable ce qui se passe au niveau local. Mais d'un point de vue pratique, cette méthodologie permet de traiter de manière statistique les événements qui sont provoqués dans les expériences. Et quand je dis calculer, c'est-à-dire de calculer les probabilités pour que tel ou tel événement survienne ou ne survienne pas. Et ça, c'est relevant. C'est ça. Finalement, ça c'est de la science. Appliquer, alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que appliquer avec un succès total à l'ensemble des interactions fondamentales non gravitationnelles, c'est-à-dire l'électromagnétisme, l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire faible, cette méthodologie a abouti à ce qu'on appelle le modèle standard, dont le dernier chaînon manquant, le boson de Higgs, Brute et Engler, a été découvert en 2012. Et ça veut dire qu'en fait, vous voyez, cette méthodologie qui semble assez tarabiscotée, franchement, il faut reconnaître, c'est très difficile d'ailleurs à populariser. Mais cette méthodologie a permis de donner les moyens aux physiciens, aux théoriciens, d'interpréter les expériences que font leurs collègues expérimentateurs et de dire les probabilités. Là, par exemple, quand on recherchait le boson de Higgs, on était capable de dire si le boson de Higgs a telle masse, voilà comment ça se manifestera. Si, voyez, donc, et ça, ceci a été fait, et on est arrivé au modèle standard, que je peux résumer sur cette diapo. Vous avez les constituants élémentaires de la matière, qui sont les quarks. Oh, à chaque fois, voilà, j'appuie mal sur le... Voilà. Vous avez les quarks qui participent à l'interaction forte, donc à la chromodynamique quantique, les neutrinos et les leptons chargés qui ne participent pas à l'interaction forte. Vous avez les médiateurs de ces interactions, le photon gamma
les W plus et W moins, le boson Z et le gluon. Et vous avez le boson de Brooks-Engler. Et vous avez ces lignes bleues qui signifient les interactions. Vous voyez, les leptons chargés sont couplés aux photons. Ils sont couplés aux bosons, mais ils ne sont pas couplés aux gluons. Les gluons sont couplés aux quarks et ils sont couplés à eux-mêmes. Vous voyez, vous avez toutes les interactions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les particules qui sont couplées au boson de Higgs acquièrent de la masse. C'est-à-dire qu'avant la transition où ils ont acquis leur masse, ils étaient sans masse. Mais la relativité restreinte permet de dire qu'il peut y avoir des particules qui n'ont pas de masse au repos. Pourquoi n'ont pas de masse au repos? Parce qu'elles ne sont jamais au repos. Elles sont tout le temps à la vitesse c, à la vitesse de la lumière. Et leur masse est nulle. Une particule ne peut se propager à la vitesse de la lumière que si elle a une masse nulle. Mais il y a des particules sans masse. Et en fait, avant le phénomène du boson BEH, toutes les particules étaient sans masse. Et toutes celles qui sont couplées au boson de BEH acquièrent de la masse. Donc en principe, les gluons qui ne sont pas couplés au BEH n'acquièrent pas de masse. Le photon qui n'est pas couplé au boson H n'acquiert pas de masse. Par contre, le boson BEH qui est couplé à lui-même, il acquiert de la masse. Les gluons sont couplés à eux-mêmes, bon, mais a priori, ils n'acquièrent pas de masse. Bon. Et donc, toutes ces prédictions se sont trouvées vérifiées avec l'observation du boson BEH. C'est donc une avancée considérable. Il a fallu attendre. Vous voyez, le mécanisme de Higgs date des années 60. Il a fallu attendre 2012 pour qu'on découvre le boson qui était prédit par cette théorie. Alors voilà, on a franchi une nouvelle étape. Donc on a la nouveauté maintenant. La nouveauté, la nouveauté, c'est qu'on a le concept de champ quantique, où on a relié le champ relativiste et la matière. Donc on a supprimé une bonne partie du dualisme. Donc on a le champ quantique avec les constantes H, C et K. C'est-à-dire maintenant, K, je le mets en rouge parce que K, jusqu'à tout récemment, on considérait que c'est un simple facteur de corrélation entre énergie et température. En fait, non. C'est avec l'interprétation qu'en a proposé Einstein, à savoir que K donne l'ordre de grandeur des fluctuations, qu'on s'est rendu compte que K a peut-être un rôle tout à fait fondamental. Et on ne peut pas comprendre le champ quantique si on n'inclut pas la prise en compte de K. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est clair, on n'a pas encore fini de tout unifier, parce que le champ quantique n'est pas relié à l'espace-temps. Il est dans l'espace-temps, mais comme l'espace-temps c'est aussi peut-être un champ, d'après la relativité générale, il faudrait passer à l'étape suivante. Et ça, c'est ce que nous allons faire maintenant pour terminer, pratiquement. Alors là, j'ai toujours cette figure qui est extraite du livre avec Michel Spiro, où on a, vous voyez, le palier qu'on avait pour la physique classique, pour les acquis de la physique classique, eh bien, il reste vrai, on a toujours le trépied. La théorie électromagnétique de la lumière est maintenant remplacée par la théorie quantique des champs. La théorie de Newton est remplacée par la relativité générale. Et puis vous avez ici ce qu'on appelle les statistiques quantiques qui prennent en compte les constantes H et K. Alors vous avez le modèle standard de la physique des particules, vous avez le modèle standard de la cosmologie, le Big Bang, et puis vous avez plein de points d'interrogation qui sont en cours de résolution. Et c'est ce que je vais essayer de vous décrire maintenant. Donc vers une nouvelle révolution scientifique, la cosmogonie quantique. Alors c'est quoi? Eh bien, essentiellement, ça va consister non. Voilà, ça va consister à relier l'espace-temps et le champ quantique
dans ce qu'on appellera le champ quantique covariant. Et donc ça pourrait déboucher sur une nouvelle révolution scientifique avec ce que j'appelle une cosmogonie quantique. Alors là, la nouveauté, c'est qu'on doit prendre en compte la constante cosmologique lambda. Donc, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'on a la constante K et la constante lambda qu'il faut rajouter aux trois constantes G, C et H. Vous savez, avant cette période, avant le début du XXIe siècle, il était commun chez les théoriciens d'attendre le Graal de la physique théorique. C'était la théorie de tout. C'était la théorie de la gravitation quantique qui prend en compte G, C et H. Bien, moi, je dis non, attention, il faut rajouter K et lambda. C'est un petit peu compliqué d'avoir à rajouter encore des constantes universelles, mais à mon avis, ça peut nous permettre une approche plus progressive vers une compréhension du monde. Alors donc, ce que je voudrais maintenant vous expliquer, donc vous avez ce nouveau palier, qui est un palier possible, il n'est pas encore bien établi, mais on continuerait à avoir la théorie quantique des champs, la relativité générale, mais on aurait fait des gros progrès dans la compréhension de la thermodynamique. Au lieu d'avoir une thermodynamique statistique, on aurait une thermodynamique qu'on appelle la thermodynamique d'intrication, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus statistique. La statistique viendrait dans les modèles standards, mais pas dans la théorie fondamentale de la thermodynamique. Et alors, on a rajouté ici K et la constante lambda. Et la constante lambda, c'est une constante qui est toute petite. Son inverse est proportionnel à la quantité d'informations nécessaires à la cosmologie. Et ça, c'est un nombre gigantesque. C'est une sorte de nombre d'Avogadro, le nombre d'atomes d'espace-temps. C'est 10 puissance 122. Donc l'inverse de lambda, c'est 10 puissance 122. C'est le nombre de quanta d'informations ou quantum d'espace-temps qui sont nécessaires à la compréhension de la cosmologie. Et c'est là-dessus que je vais terminer, en vous expliquant en quoi consiste la cosmogonie scientifique. Alors pour ceci, je m'appuie sur les travaux du célèbre chanoine Georges Lemaître, qui a été le premier inventeur de la théorie du Big Bang. En fait, lui n'a jamais parlé de Big Bang. On a collé le mot de Big Bang en dérision à ce qu'il faisait. Lui, il appelle ça l'hypothèse de l'atome primitif. Et donc voici ce que disait Lemaître. L'objet d'une théorie cosmogonique, c'est de rechercher des conditions initiales, idéalement simples, le plus simple possible, d'où a pu résulter, par le jeu des forces physiques connues, le monde actuel dans toute sa complexité. C'est un très beau programme, tout simple, et c'est assez extraordinaire qu'un chanoine catholique ait sorti ceci. Il a eu d'ailleurs de grosses difficultés. Il a été pris entre deux feux. D'une part, il avait les rationalistes qui l'accusaient de vouloir nous prouver l'existence de Dieu de manière scientifique, et puis d'autre part, vous aviez le pape Pie XII qui voulait le récupérer pour dire, voilà, ça y est, on a la preuve scientifique de l'existence de Dieu. Donc, et là, il a essayé toujours de se démarquer par rapport à ces choses-là. Et ce qui s'est passé, et ça, c'est ce tournant que nous avons décrit dans notre livre avec Michel Spiro, qui s'est passé au tournant du XXIe siècle, c'est ce que j'appelle le tournant, ce que nous avons appelé le tournant informationnel de la physique fondamentale. Et il nous dit que l'information nécessaire à l'intelligibilité du monde, de l'univers, est finie. C'est-à-dire que le monde est intelligible. Et d'ailleurs, ça, c'est une thèse que Einstein disait, je suis obligé d'avoir cet acte de foi, de dire, je ne sais pas le prouver, mais je suis obligé de croire que l'univers est intelligible. Mais si cette information nécessaire à le rendre intelligible était infinie, il ne serait pas intelligible. Donc c'est une condition nécessaire à l'intelligibilité du monde, c'est la finitude de l'information. Alors voilà ce que dit le grand tenant de ce tournant informationnel, Anton Zeilinger. Il dit, voilà,
qui se passe, voilà ce qu'il explique, il dit, la relativité générale, elle a des fondements conceptuels extrêmement solides. Malheureusement, elle n'a pas beaucoup d'implications observationnelles. La physique quantique a beaucoup de conséquences expérimentales, mais elle manque d'une base conceptuelle très solide. Et ce que propose Zeilinger de dire, il dit que il est proposé ici que le principe manquant puisse être identifié par l'observation que toute connaissance en physique doit être exprimée dans des propositions et que par conséquent le système le plus élémentaire représente la valeur de vérité d'une préposition. C'est-à-dire qu'elle ne contient qu'un seul bit d'information. Et alors, un système élémentaire ne peut donc donner qu'un résultat défini dans une mesure spécifique. L'aléatoire irréductible dans d'autres mesures est alors une conséquence nécessaire. Si l'information est finie, il y a de l'aléatoire. Si le nombre de faces d'un dé est fini, eh bien, quand vous tirez un dé, vous avez une probabilité qui est l'inverse du nombre de faces. Et d'ailleurs, il ajoute... Oh là 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 là. Ouf. Bon. Attendez, voilà. On va essayer de... Voilà. Donc il ajoute, l'univers est participatif, au moins en ce sens que l'expérimentateur, quand il choisit ses instruments de mesure, définit un ensemble de quantités qu'on peut mesurer, mais qui sont mutuellement complémentaires. En conclusion, on peut très bien dire que l'information est le noyau irréductible d'où tout le reste s'écoule. Alors, la question de savoir pourquoi la nature apparaît quantifiée est simplement une conséquence du fait que l'information elle-même est quantifiée par nécessité. Alors voilà sur quoi je vais terminer. Vous connaissez tous ce tableau de Magritte, où il représente une pipe très travaillée, c'est hyper réaliste, vous voyez. Mais il dit, attention, ceci n'est pas une pipe. Alors moi, je vais vous faire la même chose. La nature a précédé... Alors, il y a une phrase aussi que cite Zeilinger qui est très importante. La nature a précédé l'homme, mais l'homme a précédé les sciences de la nature. La nature précède l'homme, mais c'est l'homme qui a fait des sciences de la nature. Et alors, voilà la carte du rayonnement de fond cosmologique présentée par le satellite Planck. On dit c'est la carte du cosmos. Non, mais ce n'est pas le cosmos, c'est une carte du cosmos. Donc, ceci n'est pas le cosmos. Et de même, vous avez, avec les données de la cosmologie, vous pouvez simuler la façon dont se forment les grandes structures de l'univers. Donc vous pouvez arriver à avoir une histoire de l'univers, et même dans le futur, vous pouvez essayer de tout présenter. Alors ce qui se passe, c'est que cet univers apparaît, les simulations nous montrent une sorte de web, de filaments de matière sombre, qui font d'ailleurs pas mal penser aux filaments des neurones dans le... Et donc, vous avez ceci, alors vous pouvez vous déplacer là-dedans, c'est absolument magnifique. Alors ça, cette image, c'est la simulation la plus précise qu'on ait jamais pu réaliser. Je ne sais pas combien. Chaque point ici, c'est censé représenter un super amas de galaxies. Hein. Chaque point, c'est un super amas de galaxies. Mais donc, vous avez quelque chose, il y a des milliards de points. Donc, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'assez fantastique. Mais attention, ceci n'est pas le cosmos. Voilà, donc je termine là-dessus. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour cet exposé. Alors maintenant, nous allons passer aux questions et le micro est à vous. Ah voilà, il y a déjà des questions. Après, monsieur, oui, je passerai.
Bonsoir, merci pour cette conférence très très intéressante. Est-ce que vous pouvez juste revenir au schéma qui présente les particules avec le boson de Higgs, Oui. qui permet de donner ou pas une masse, mais dans votre schéma, vous parlez uniquement des bosons du milieu, pas ceux d'au-dessus, parce que le neutrino, je crois qu'il a une masse, non? Ah oui, attendez, voilà, je vais revenir sur ça. Merci. Ah, voilà. Voilà. Ce que vous avez là, ce qui est au-dessus, c'est pas les bosons. C'est ce qu'on appelle les fermions. Ce sont les particules de la matière. Et les bosons, c'est les particules qui véhiculent les interactions entre ces particules de la matière. Alors, effectivement, les fermions sont tous sans masse avant la mise en œuvre du mécanisme de Higgs. Bon. Ce qui se passe, les neutrinos, comme vous le voyez, n'interagissent pas avec le boson. Donc, ils devraient rester sans masse. Or, ils ont une masse très petite. Ça signifie que la masse des neutrinos est peut-être l'indice d'une physique au-delà du modèle standard. Et c'est particulièrement important et intéressant. Alors, ce qui se passe, c'est que cette masse est très très petite. Et c'est une masse qui est de l'ordre de grandeur de la masse qui intervient dans la constante cosmologique. Parce que la constante cosmologique, vous pouvez lui associer une masse. Elle a une certaine dimensionnalité. C'est l'inverse d'une surface, mais une surface, c'est l'inverse du carré, le carré de l'énergie. Donc, autrement dit, à la constante cosmologique, vous pouvez associer une masse. Et cette constante cosmologique semble être de la masse, de l'ordre de grandeur de la masse des neutrinos. Ce qui pourrait signifier que les neutrinos, la masse des neutrinos, c'est l'indice de l'existence d'une constante cosmologique. Mais ça, c'est une hypothèse. Elle est extrêmement séduisante. Mais on n'a pas encore réussi à la mettre en œuvre de manière quantitative précise. Mais voilà, ça c'est effectivement, votre question est très importante et très intéressante, c'est qu'effectivement, cette toute petite masse des neutrinos, est-ce que ça aurait à voir avec la naissance d'une nouvelle physique, de cette nouvelle révolution qu'on appelle. Et qu'on n'explique pas. Ah non, bien sûr, on n'explique pas la masse des neutrinos. La masse des neutrinos est au-delà du modèle standard. Alors, pourquoi? C'est que simplement, tel que c'est mis, les neutrinos n'ont pas à interagir avec... A priori, ce n'était pas la peine. Donc, autrement dit, vous voyez ce qu'on s'est dit. Bon, le modèle standard s'accommoderait très bien de neutrinos sans masse. S'il y a de la masse des neutrinos, ça veut dire qu'il faut aller au-delà du modèle standard. C'est ça ce que ça veut dire. Mais ça ne veut rien dire de plus que ça. Voilà. Monsieur. Oui, j'ai une question. Je voulais savoir si le principe d'inertie est expliqué par le mécanisme de Higgs. Pardon, excusez-moi. Le principe d'inertie, donc du coup une masse, ouais, est expliqué par le mécanisme de Higgs. Alors, normalement, oui. Disons, excusez-moi, ce qu'on peut dire, c'est que le principe d'inertie est compatible avec le mécanisme de Higgs. Bon. Maintenant, est-ce que la relativité générale, finalement, est-ce qu'elle obéit bien au principe d'inertie? Ce n'est pas évident. Hein? C'est ce qu'on appelle le principe de Mach, ou le principe de relativité de l'inertie. Alors, c'est assez extraordinaire parce qu'il s'est passé... Vous voyez, ce qui a fait beaucoup avancer la physique quantique, c'est ce qu'on appelle les expériences de pensée. Au début de la mécanique quantique, il y a un débat qu'il y a eu entre les théoriciens, où on a commencé à mettre en cause, on a voulu, par exemple, Einstein a voulu combattre la théorie quantique en proposant des expériences de pensée, dont l'expérience Einstein-Podolsky-Rosen. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que c'était des expériences de pensée. C'était absolument impossible à réaliser. Mais maintenant, on sait les faire. On sait faire un chat de Schrödinger en laboratoire. Hein. Il ne vit pas très longtemps, mais on sait faire un chat de Schrödinger. C'est Serge Haroche qui a eu le prix Nobel de physique pour ça. Donc, on sait faire des chats de Schrödinger. Et quand on a pu faire ces expériences EPR, on s'est rendu compte que Einstein avait tort, et que la mécanique quantique marche bien. Bon.
Il y a aussi des expériences de pensée qu'on pourrait faire en cosmologie. La première expérience de pensée, c'est celle que Einstein a souvent proposée. Il dit, si on enlève toute la matière, y compris les champs, le champ électromagnétique, si on enlève, est-ce qu'il reste quelque chose? Eh bien non, il reste pas. Eh bien oui, il reste quelque chose. Il ne reste pas rien. Et ce qui se passe, c'est qu'on a su faire cette expérience de pensée en cosmologie. L'expérience Planck a montré la chose suivante. C'est dommage que je n'ai pas... Non, je n'ai pas ici les transparents pour ça. Mais ce qu'il a pu faire, ce qu'on a pu faire avec l'expérience Planck, c'est qu'on a observé le rayonnement de fond cosmologique et on a enlevé toutes les galaxies et tout ça qui sont devant, qui sont entre ce rayonnement et nous. Et ça, on sait faire, parce que ce rayonnement a des propriétés suffisamment précises pour que quelque chose qui n'est pas ce rayonnement, on peut l'enlever. Autrement dit, on a pu enlever la matière visible. Donc on a fait l'expérience de pensée d'enlever la matière visible. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il ne reste pas rien, il reste quelque chose. Alors qu'est-ce qui reste? C'est qu'il va rester, il y a le champ gravitationnel produit par ces galaxies qu'on a enlevées, va dévier la trajectoire de la lumière qui nous vient du rayonnement de fond cosmologique jusqu'au satellite Planck où il est mesuré. Et ça va le déplacer. Ça va brouiller cette carte. Mais la façon dont cette carte est brouillée est complètement prédite par la théorie. Et d'autre part, les mesures, si on mesure pas seulement la température de ce rayonnement, mais aussi sa polarisation, on peut établir des corrélations qui permettent de défaire l'effet du brouillage, de remonter à la distribution originale et de voir quel est le potentiel qui a brouillé. Eh bien, ce potentiel qui a brouillé, c'est ce qui reste une fois que vous avez enlevé la matière. Et ça, c'est ce qu'on appelle la matière sombre ou la matière noire. Et donc, on n'a pas seulement la carte du rayonnement de fond cosmologique qui est produite, mais on a la carte de la matière noire. Et donc, avec cette matière noire, alors le principe d'inertie est satisfait. Et alors, ce qui se passe aussi, ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, cette matière noire, ça ressemble beaucoup à un éther. Mais cet éther, c'est l'éther de la relativité générale, ce n'est pas l'éther de la relativité restreinte, ça n'a rien à voir avec l'éther de la relativité restreinte. Mais cette découverte, c'est formidable, c'est venu. En fait, grâce à la physique quantique, on a pu confirmer la validité de la relativité générale. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez faire passer le micro, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante en si peu de temps. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le photon qui se trouve là-dessus, qui sert de médiateur entre l'interaction de deux particules, oui, et un photon plus classique qui est celui qui nous vient par exemple du fond diffus cosmologique? C'est le même photon, l'excitation du champ? Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Mais attention, ces photons n'ont aucune individualité. Si vous observez un photon et puis qu'après vous observez un autre photon, rien ne vous dit que c'est le même photon. Voilà, ça c'est très important. Hein. Mais le fait qu'il soit virtuel ou réel... Mais qu'il soit virtuel, c'est le quantum de champ électromagnétique, point barre. Okay. Deuxième question, oui. Dans la formule de relativité générale d'Einstein, oui. il y a le tenseur énergie-matière. Oui. Est-ce que c'est uniquement de la matière au sens constituant élémentaire là-haut ou aussi de l'énergie de champs électromagnétiques? Oui, absolument. Ça contient tous les champs qui soient... D'ailleurs, il n'y a pas de matière en dehors de champs quantiques. Toute matière est un quantum de champs. Donc vous avez... c'est unifié. Mais le photon est un peu moins matière puisqu'il n'a pas de masse. Il est quand même, mais c'est quand même une matière. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour tout ceci. J'ai deux questions. La première, vous avez identifié le photon à un champ électromagnétique parce que sa vitesse était la même que les ondes électromagnétiques. Mais si je prends l'image d'une rivière dans laquelle, qui a une certaine vitesse, dans laquelle je jette une bouteille en plastique et je sais pas, un bouchon, le fait qu'ils aient la même vitesse n'implique pas leur même nature.
Non. Ça, c'est ma première question. Alors comment, parce que si on prend un photon, qu'on le met dans un champ, ben, disons dans un aimant, il ne se passe pas grand-chose, il ne dévie pas et tout, comme une onde électromagnétique. Alors comment on est arrivé à identifier les deux? Alors, effectivement, il faut se replacer dans l'époque où a été faite cette association. C'est ce qu'a fait Hertz. Ce qu'a fait Hertz, d'abord, il a prouvé qu'il y avait des ondes électromagnétiques. Ils ont trouvé qu'elles se propageaient à une vitesse qui ressemblait à la vitesse de la lumière, parce que cette vitesse n'était pas très bien déterminée à l'époque. Et donc, c'est très tentant de dire, ben voilà, les ondes de lumière, ça ne sait jamais que des ondes électromagnétiques. Et ça a été confirmé après. Parce qu'il n'y a pas que la lumière qui a qu'une masse nulle. Le gluon a une masse nulle. Bon, mais le gluon, ce n'est pas de la lumière. Vous voyez, donc, et d'ailleurs, toutes les particules avant le boson de Higgs, elles étaient de masse nulle. Donc, vous voyez, mais cela étant, ça marchait tellement bien. Parce que le paramètre C dans la théorie électromagnétique de la lumière, c'est un produit de mu, epsilon 0, etc. C'est pas du tout clair, mais en fait, tiens, c'est la vitesse de la lumière qui a été mesurée complètement par ailleurs. Donc, Hertz a donc proposé, et il avait raison, de dire, ben, finalement, la lumière, les ondes de lumière, c'est jamais que des ondes électromagnétiques. Voilà. Et ma deuxième question, si vous permettez, on parle d'énergie sombre. Ouais. Et alors, est-ce que c'est un flux, un champ? Est-ce que c'est tout ce que vous avez dit peut être étudié avec ça? Ah ben écoutez, là c'est remarquable, ça veut dire que vous vous tenez vraiment au courant des grandes questions. Oui, vous avez parfaitement raison, je ne vous le reprocherai pas, au contraire. Non, je pense qu'effectivement l'énergie sombre, en fait c'est lié à la constante cosmologique. Voilà, essentiellement, c'est l'énergie sombre que l'on va retrouver dans cette réinflation. Voilà. Donc l'énergie sombre serait associée à la constante cosmologique, et la matière sombre, alors là, ça c'est un travail que je suis personnellement en train de faire, je pense qu'on pourrait l'associer aux gluons. Je pense que les gluons sont des particules qui peuvent se condenser, avoir une condensation de Bose-Einstein, qui se retrouvent tous dans le même état, et ça pourrait être... mais ça c'est une hypothèse. Je viens de publier un papier où j'avance cette hypothèse. Ce papier va paraître dans le numéro de mars des Annales de la Fondation Louis de Broglie. Donc voilà, mais je ne veux pas l'avancer parce que c'est une théorie qui est loin d'être acceptée encore, mais enfin, voilà, je travaille dessus. Je crois qu'il y avait une question dans le fond de la salle. Je vous remercie pour votre exposé qui était intéressant, et j'aimerais bien savoir si la relativité générale a un lien avec la mécanique quantique. Ah ben oui, ça je le pense vraiment. Non, je le pense vraiment. Mais disons, la consolidation, l'unification, la réconciliation entre ces deux théories qui semblent un petit peu contradictoires est en bonne voie. Ce qui se passe c'est qu'avec la cosmogonie, et la cosmologie déjà, la cosmologie c'est une théorie avec un grain extrêmement grossier. Hein. Donc on fait des moyennes sur... Vous voyez, dans le diagramme que je vous ai présenté, un point, c'est un amas de galaxies. Donc ça veut dire qu'on fait des grosses moyennes. Alors, ça veut dire qu'on n'y regarde pas de trop près. Quand on n'y regarde pas de trop près, on s'aperçoit qu'il y a des approximations qui permettent de réconcilier au moins de manière approximative relativité générale et mécanique quantique. Donc voilà, je pense que maintenant on a trouvé un chemin qui nous permet de progresser dans la réconciliation de ces deux théories. À mon avis, il ne s'agira pas d'une véritable unification. J'aurais tendance à utiliser pour ça un terme qui est plutôt le terme qu'on utilise en économie, hein, c'est le terme de consolidation. Quand on veut former un grand groupe industriel, on fait une consolidation entre différentes branches. Eh bien, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on arrive, si vous voulez, on a réussi un petit peu à combler le fossé qui séparait la relativité générale, qui était très bien conceptuellement, mais très pauvre en observation
expérimentalement vérifiable, et la mécanique quantique qui a beaucoup de vérifications expérimentales, mais qui conceptuellement était un peu bancale. Eh bien, on a réussi à combler un peu ce fossé qui séparait ces deux théories, et je pense qu'on est en bonne voie, peut-être pas d'une réconciliation complète et définitive ou d'une unification. À mon avis, ça n'arrivera jamais de toute façon. Mais on est en bonne voie. Voilà. Je fais référence à votre dernière planche, celle par laquelle vous avez terminé. Oui. Qu'est-ce qui permet aux physiciens d'être aussi sûrs que la nature précède l'homme? Rien, mais pas aux physiciens, mais l'ensemble des gens sont quand même d'accord pour penser que la nature précède l'homme. Enfin bon, non, mais ça c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Là, elle n'est pas fondée finalement non, ça sur pas grand-chose, à part que c'est ce à quoi on croit depuis le début des temps. Voilà. Merci. Est-ce que ça ne serait pas une piste de recherche? Que la nature soit finalement une construction? Ça, si vous voulez, moi je vous suivrai pas là, mais enfin, on ne sait jamais. Quoi. Merci. Bonsoir. Vous n'avez pas parlé de la théorie des cordes qui permet d'unifier donc relativité générale et mécanique quantique et qui prévoit très naturellement le graviton de spin 2. C'est une théorie qui... Je ne l'ai pas mentionné parce que je dirais que je n'ai pas voulu entrer dans ce débat parce que là, mon point de vue est un petit peu plus modeste, quoi. Je pense qu'en fait, vous voyez, ce qui se passe, les grands progrès de la physique des particules ont été réalisés avec ce qu'on appelle les théories effectives, c'est-à-dire des théories qui marchent. Comme je l'ai un petit peu suggéré en parlant d'Einstein, vous voyez, on arrive à faire des calculs, quoi. On arrive à faire des calculs pour rendre compte des résultats expérimentaux. Et donc, effectivement, quand on monte en énergie, c'est-à-dire qu'on va vers des distances les plus petites, de plus en plus petites, on va atteindre une échelle qui est l'échelle de Planck, dans laquelle on pense que les effets quantiques de la gravitation devront être pris en compte. Et alors, plusieurs possibilités existent. En particulier, une possibilité, c'est de dire que la théorie quantique des champs trouve ses limites là. Il faudra la remplacer par une théorie d'une toute autre nature, dont la théorie des cordes est un exemple. Pas la théorie des cordes, la théorie des supercordes serait un exemple. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un enthousiasme fantastique pour ça. L'enthousiasme fantastique a été tel que dans la fin du XXe siècle, un théoricien qui n'était pas dans la théorie des cordes ne trouvait pas de travail. Hein, c'était ça. Hein, bon. Et puis, d'autre part, on a espéré beaucoup, avant la découverte du boson de Higgs, qu'on allait arriver à découvrir des indications qui seraient favorables à cette théorie des cordes. En particulier en découvrant une nouvelle propriété de symétrie qui est essentielle pour la théorie des cordes, qu'on appelle la supersymétrie. Manque de chance, on n'a pas trouvé la moindre trace de supersymétrie dans les données du LHC après la découverte du boson de Higgs. D'ailleurs, je dois vous dire qu'il y a un certain blues en ce moment chez les théoriciens. C'est qu'on a l'impression que le scénario, le pire qu'on craignait, qui était le scénario du désert, c'est-à-dire qu'il n'y a rien entre l'énergie de Higgs et puis l'énergie de la... Ça a l'air d'être plutôt ça. Et donc, il nous faut plutôt vivre avec ça. C'est-à-dire que, je dois dire que, très franchement, la théorie des cordes a pris un sacré coup. Et donc, voilà, il faut vivre avec ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il semble bien, et moi je suis personnellement plutôt d'accord avec cette idée, que la théorie quantique des champs, quand on aura réussi à la faire pleinement, à la rendre pleinement covariante, c'est-à-dire à introduire aussi le champ d'espace-temps dans la théorie quantique des champs, suffira. Il ne sera pas nécessaire d'abandonner le cadre de la théorie quantique des champs pour introduire un cadre complètement nouveau, d'autant plus que il y avait un espoir avec cette théorie quantique des champs, c'est de dire que cette théorie des cordes, c'est de dire que
les contraintes de la compatibilité avec le modèle standard sont tellement fortes que peut-être il n'y a qu'une seule théorie possible de cordes pour expliquer ça. Manque de chance, tout le monde se convainc maintenant que non seulement il n'y en a pas qu'une, mais qu'il y en a, comme on dit, un Google, 10 puissance 100 possible. Alors là, vraiment, si on arrive à ça, il vaut mieux aller faire autre chose. Et donc, je dois dire que ce sur quoi je me suis appuyé, en particulier pour faire l'évolution de tous ces concepts, les travaux de Rovelli, qui travaille avec une théorie alternative à la théorie des cordes, c'est la théorie de la gravitation quantique à boucle, a l'air d'être beaucoup plus prometteuse. Alors là, je suis biaisé, hein, parce que je suis plutôt favorable à ça, mais peut-être je me trompe. C'est tout à fait possible que je me trompe complètement, hein, et je reconnaîtrai, le jour où on arrivera à découvrir une évidence très claire pour la supersymétrie et puis pour des effets de cordes, je m'inclinerai sans difficulté. Alors, qui veut poser encore une question? Encore une. J'ai une autre question qui m'intrigue. Quand on regarde un aimant, on met une feuille de papier, on met de la limaille de fer et on voit évidemment les choses. Quel est le médiateur là de l'interaction qui fait qu'on a ces images du champ, quoi, en fait, des lignes de champ? Oui, non, mais ça, il y a un médiateur pour le magnétisme. C'est le photon. C'est aussi le photon. Alors c'est le photon qui se promène. C'est le photon qui fait ça. Mais alors c'est assez. Vous faites très bien de poser cette question parce que ça permet de mettre l'accent sur le rôle éminent qu'a joué dans l'avancée de la théorie des champs le physicien autodidacte qui était Faraday. C'est lui qui a eu l'idée du champ et des lignes de force. Et il a bien vu qu'avec cette limaille de fer, il arrivait à visualiser les lignes de force. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais ces lignes de force, en fait, c'est de la limaille, hein, mais c'est le champ magnétique dont les lignes de force sont visualisées par cette limaille. Mais le champ magnétique, c'est des photons. Alors, ce n'est pas un photon, hein, c'est des milliards de photons. Hein. Il faut bien avoir ça présent à l'esprit. Hein. Oui. Attendez. Merci beaucoup pour votre conférence passionnante. C'est à propos des gluons, je ne comprends pas très bien comment, ils sont un petit peu à part là sur votre copie, comment ils agissent et à quoi ils servent. Enfin, alors, voilà. Le gluon, c'est le médiateur d'interaction forte. C'est le médiateur de l'interaction qui lie les quarks à l'intérieur du proton. Donc ils ont un rôle extraordinaire. C'est un petit peu comme le photon qui lie l'électron au noyau dans l'atome. Et ce qui se passe, c'est que la matière ordinaire n'est pas faite que de quarks, elle est faite aussi de gluons. Et en fait, c'est pour ça, il faut pas négliger leur rôle. Effectivement, ils semblent être tout à fait à part, mais en fait, ils jouent un rôle essentiel, puisque c'est ça qui nous permet de bâtir toute la matière ordinaire dont nous sommes faits. Nous sommes faits de quarks et de gluons. Et d'une façon générale, l'énergie qui fait évoluer l'univers et le fait bouger, d'où sort-elle? Ah, c'est aussi une très bonne question. C'est une très bonne question parce que ce qui est extraordinaire, c'est que ces théories, vous savez, avec l'inflation et la réinflation, etc., ce sont des cosmologies qu'on appelle les cosmologies free lunch. C'est-à-dire, c'est des cosmologies où l'énergie totale est nulle. L'énergie totale est nulle. Il paraît d'ailleurs, quand on a expliqué ça à Einstein, qu'il pouvait très bien y avoir une cosmologie telle qu'au départ, il n'y a pas de cosmologie, il est resté rêveur, et il a fini par accepter. Donc, en fait, ce n'est pas le concept d'énergie qui est important pour expliquer l'évolution de l'univers. Très probablement, c'est plutôt le concept d'entropie.
ou d'information. Vous voyez, à propos d'information, dans la théorie quantique d'information, il y a les gens qui veulent faire l'ordinateur quantique, vous savez, ils disent en fait il faut remplacer le bit d'information par le qubit d'information. C'est un bit quantique. Mais un bit quantique est équivalent à un très grand nombre de bits classiques. Et donc, dans l'idée de le mettre, l'hypothèse de l'atome primitif. En fait, l'atome primitif, il faut le remplacer par un qubit primitif. Ce qubit, c'est un bit d'information, donc il n'a pas forcément d'énergie. Mais il a une densité de bits classiques énorme. Vous avez, c'est une sorte d'atome qui a une taille qui n'est pas nulle, mais qui est quand même très petite, dans laquelle vous avez les 10 puissance 122 bits d'information qui sont contenus. Mais ce n'est pas de l'énergie. Vous voyez, donc, peut-être ça pourrait répondre à votre question. Je ne sais pas si ça le fait, mais en fait, c'est un peu ça l'idée. Oui, je ne sais pas. Les constantes cosmologiques, ah oui, alors attention, les constantes universelles, ce sont des constantes universelles de la physique, que l'on peut appeler des constantes physiques de l'univers. Mais au départ, c'est des constantes de la physique. La physique, c'est une science de la nature qui est que l'homme a précédée. Hein. C'est l'homme qui a fait cette science de la nature. Donc, alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais en fait, ces constantes universelles, c'est d'abord des constantes universelles de la physique, que je peux interpréter comme des constantes physiques de l'univers, après coup. Les lois physiques, ils sont nés avec l'univers. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Encore une fois, les lois physiques, c'est des lois de la science physique. Bon. Et la science physique, c'est l'homme qui l'a produit. Voilà. Qui veut poser encore une question? Ah, monsieur. Bonsoir et merci. Je reviens sur une question qui a déjà été posée en fait, avec les lignes de force, les lignes de champ, pardon, avec la limaille et les photons. Si on prend le photon comme médiateur, on imagine dans ce cas-là une infinité de photons partout pour définir toutes les lignes de champ. Or, ce ne sont pas des photons détectables, au sens où on fait des expériences avec des photons uniques, etc. Comment est-ce qu'on peut concilier ces deux visions de deux catégories en quelque sorte de photons? Certains qu'on peut détecter, d'autres pas. Ce n'est pas deux catégories de photons, c'est deux catégories d'expériences. On peut faire une expérience dans laquelle on se focalise sur l'espace, c'est-à-dire qu'on va prendre un instantané, par exemple, de l'image d'interférence dans l'expérience Jung. Là, on voit cette... Maintenant, on peut prendre un autre point de vue, qui est un point de vue complémentaire, qui consiste à privilégier le temps. Alors, pour le faire, vous allez diviser votre écran de détection en petites cellules, de façon à avoir les photons arrivant individuellement. Et quand vous avez fait ça, si vous attendez suffisamment longtemps, vous allez voir tous ces impacts qui vont finir par faire une figure d'interférence. Donc, ce n'est pas des catégories de photons, c'est des catégories d'expérience, mais qui dépendent de votre choix, à vous, comme expérimentateur. Oui, j'entends bien, mais ces photons-là, on les a produits pour cette expérience. Bien sûr. Un aimant... Non, mais cela étant, vous, comme théoricien, alors par contre, vous n'allez pas commencer à dire que ces photons sont différents, d'une nature profondément différente. Ils vont correspondre à des fréquences différentes, parce que pour voir les photons un après les autres, il faut que vous preniez des photons très durs, donc de l'ultraviolet ou au-delà.
tandis que des photons très mous sont suffisants pour voir votre image d'interférence en instantané. Autrement dit, les photons, vous en avez toute une gamme. Et en fait, d'ailleurs, la gamme des photons visibles est toute petite par rapport aux gammes. Vous pouvez aller de l'infrarouge à l'ultraviolet, puis au X, et puis au gamma, etc. Mais tout ça, c'est la catégorie photon. Oui, mais ceci dit, quand on prend deux pôles nord, quand on sent la force qui s'oppose entre deux pôles nord, c'est par le biais des photons. Alors d'accord, mais alors c'est un peu plus compliqué parce que vous avez la dualité entre le champ électrique et le champ magnétique, mais ça c'est des équations de Maxwell. Mais je n'ai pas pu entrer dans ces détails qui sont très techniques. Ça c'est difficile pour la vulgarisation scientifique, c'est un point. Oui, je ne sais pas comment aborder ça. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'on va arrêter là parce que le palais, je vous le rappelle, ferme à 18h. Ah oui. Oui. Alors merci beaucoup encore une fois. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure. Donc nous aurons une conférence sur les champs magnétiques et comment les champs magnétiques structurent-ils l'univers, avec Patrick Hennebel qui est astrophysicien au CEA. Voilà, bonne soirée.